est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 février. À la une ce soir, la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'engagent à améliorer le taux de décaissement. Il est de 7,4%. Information majeure à retenir après les travaux sur la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille des projets financés par l'institution. À suivre dans ce 20 h également la contribution de la Poste de Côte d'Ivoire à la modernisation de l'administration, sujet de la 2e édition de la matinale de la modernisation. Ils sont combien ici en Côte d'Ivoire à parler leur langue maternelle? La question reste posée. Et pourtant, le pays compte plus d'une soixantaine de langues maternelles. Pour mieux comprendre cette préoccupation, nos reporters ont visité des familles. Enfin, de violents bombardements aériens des armées syriennes et russes ont secoué mardi la Ghouta orientale, le dernier fief rebelle près de Damas. La communauté internationale appelle à une trêve. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les travaux sur la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale se sont achevés cet après-midi. Information essentielle, l'institution et le gouvernement s'engagent à améliorer le taux de décaissement. Il est à ce jour de 7,4%. La suite avec Francis Boifou. Contrairement aux 2 dernières années, le taux de décaissement des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est faible. Il se situe à 7,4% à fin janvier 2018 contre 13,11% en 2017 et 20,7% en 2016. C'est un taux qui est faible, mais c'est normal parce que dans ce portefeuille, vous avez des projets qui commencent nouvellement. Donc les différentes réunions sont en cours pour permettre au projet vraiment d'ici le mois de juin de faire un très bon taux de décaissement. L'essentiel, c'est d'arriver au cible minimum de 20% d'ici fin juin. Et nous sommes confiants parce qu'on travaille chaque jour avec toutes les équipes et il faut regarder ce qu'on appelle le pipeline. C'est les projets qui sont en préparation qui vont au conseil d'administration. Pour l'année fiscale 2018, entre juillet jusqu'à juillet 2017 jusqu'à juin 2018, si tout va bien, on va approuver 950 millions de dollars supplémentaires pour la Côte d'Ivoire en projet. Soit un appui budgétaire dont le montant est compris entre 450 et 475 milliards de francs CFA. Preuve que l'institution financière continue de soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement en faveur des populations. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à faire désormais une programmation optimale des ressources budgétaires en conciliant la capacité budgétaire de l'État et les objectifs opérationnels des projets. La régularité des rencontres avec les coordonnateurs des projets devra être maintenue en vue d'un suivi plus actif du déroulement du chronogramme des activités et de l'anticipation budgétaire pour les projets en préparation. Le portefeuille global actuel comprend 17 projets pour un montant de 606 milliards 825 millions de francs CFA. Les transporteurs sensibilisés aux tests régissant le secteur. En fait, depuis 2014, le ministère des Transports a engagé une vaste réforme du secteur des transports en vue de réglementer le milieu. La campagne de vulgarisation de ces tests a démarré le 20 décembre dernier avec les villes de l'intérieur. La région des Lagunes accueille aujourd'hui l'atelier d'information et de sensibilisation sur la question, nous dit Justine Sey-Djiké. L'importante réforme institutionnelle en ce qui concerne la loi d'orientation du transport intérieur, l'adoption de nouveaux textes, l'adaptation des textes existants au nouveau contexte national et au contexte régional, l'organisation des transporteurs, l'élaboration et l'adoption du plan d'action national de sécurité routière, la libéralisation et l'automatisation du contrôle technique automobile, la restructuration du processus d'immatriculation des véhicules, l'amélioration de la gouvernance du secteur du transport routier, l'amélioration de la fluidité routière. Les textes relatifs à ces réformes sont vulgarisés depuis le 20 décembre 2017 à travers des ateliers sur toute l'étendue du territoire national en direction des préfets, des élus locaux
des forces de défense et de sécurité, des conducteurs routiers et des transporteurs. C'est au tour de la région des Lagunes d'accueillir l'atelier. Pour nous, c'est un cadre important qui nous permettra de comprendre ensemble les textes qui régissent le secteur. Et nous pensons qu'en harmonie, en union avec les différents acteurs, nous pourrons, sur le terrain, dans les différents départements que nous gérons, suivre le secteur dans son développement. Pendant les 2 jours où les fonctionnaires de l'État vont nous expliquer le contenu de ces textes, avec les questions certainement que nous aurons à poser aux structures sous tutelle, nous sortirons du titre certainement renforcés parce que nous aurons les informations nécessaires qui régissent notre secteur d'activité. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus ignorer ce que dit la loi. Depuis 2011, le ministère des Transports a entamé la réforme du secteur du transport en vue de réglementer le transport routier, fer de lance de l'économie ivoirienne qui représente 7% du produit intérieur brut PIB. Deuxième titre de ce 20h, la Poste de Côte d'Ivoire qui a une bonne santé grâce à ses réformes, notamment la mise en place de produits innovants. C'est ce qu'il faut retenir du passage du directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire à la matinale de la modernisation. C'est une tribune d'échange sur l'administration initiée par le ministère de la Modernisation et de l'Administration. Isayo Tchona. Ouverture d'une banque. Rénovation des bureaux de poste à travers tout le pays, mise en place d'une plateforme de commande des documents administratifs, de tout, assorti d'une restructuration et de la mise en place d'un plan social de l'entreprise. Ce sont autant de mesures permettant à la Poste de Côte d'Ivoire de jouer le rôle à lui assigné par l'État. Toutes ces réformes ont été dévoilées par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire au cours de la 2e édition de la matinale, cadre d'échange initié par le ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public. Il faut développer des services innovants pour permettre d'amener de la fréquentation dans les bureaux de poste. Donc on vous a parlé de documents.ci, mais aussi nous nous sommes invités dans le e-commerce, pas pour être, comme je disais, une société de technologie, mais pour réveiller notre activité d'acheminement de colis et paquets, parce que c'est là où on nous attend. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une modernisation de tous les secteurs de l'administration. Le ministre Abina Pascal a salué les progrès réalisés par la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste est bien dans son rôle et de par son découpage sur tout le territoire national, c'est un partenaire idéal pour la modernisation de l'administration ivoirienne. La réforme de la Poste de Côte d'Ivoire vise un seul objectif, instaurer un guichet unique pour fédérer toutes les actions des entreprises de l'État afin d'être plus proche des populations. Et justement, au niveau du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, le plan d'action prioritaire 2018 a été adopté ce jeudi à Grand-Bassam. Les 17 entreprises publiques et parapubliques concernées ont chacune fait le point de leurs activités durant l'exercice écoulé et présenté une demi-dizaine d'actions prioritaires pour l'année en cours. L'objectif aujourd'hui est d'être plus efficace sur le terrain. Lassine Bakayoko. À travers cette rencontre stratégique, la 2e du genre après celle de l'année passée, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste ambitionne d'instaurer dans les établissements sous sa responsabilité administrative un management de type participatif axé sur la performance. Il s'agit pour nous de travailler pour apporter des solutions, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Aucune de nos structures ne doit être une structure, j'allais dire, pour la forme, entre guillemets. Après avoir présenté les résultats financiers, les structures sous tutelle ont défini chacune 5 actions prioritaires. Toutes des actions de développement qui viennent meubler le plan d'action prioritaire du département ministériel. Un plan d'action 2018 à fort impact social qui devrait intégrer quelques innovations technologiques. Il est important pour ceux qui n'ont pas encore complètement pris le pli de s'y mettre. Il faut vraiment que chacun de nous soit un expert, en guillemets, dans l'utilisation de ces outils. Pour une meilleure application des politiques élaborées de commun accord, des contrôles périodiques vont être effectués. Il s'agit d'amener les sociétés sous tutelle à faire preuve d'anticipation, question de minimiser les difficultés qui pourraient apparaître dans l'exécution du plan d'action prioritaire. Et il nous appartient d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes
d'être en permanence en alerte sur tous les problèmes qui peuvent sortir de nos structures sous tutelle. Cette année, la mise en œuvre du plan d'action prioritaire va nécessiter un financement de 198,6 milliards de francs CFA. Bassam, Abidjan et maintenant Yamoussoukro à 245 km. Les journées nationales des métiers 2018 ont démarré sur place. Celles consacrées à la communication et au marketing en constituent la première étape. Le thème est « Nouveaux enjeux des directions communication, marketing et performance des organisations ». C'est sur ce thème que le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, s'est prononcé. Il était l'invité du réseau ivoirien des communicants. Les jeunes en quête d'emploi, il y a un salon pour vous. C'est d'ailleurs la 3e édition qui a pour objectif de régler les problèmes de formation et d'insertion sociale des jeunes. Le salon se tiendra du 10 au 13 avril prochain. La grande innovation cette année, c'est le salon de l'emploi éclaté. Dans les domaines de la gestion portuaire et du BTP, des organismes ont été primés pour la qualité de leur travail qui intègre les TIC. C'est le fait marquant de la première édition de la journée consacrée à la qualité et à la performance des entreprises. Il faut signaler que la Côte d'Ivoire enregistre moins de 3% d'entreprises certifiées, nous dit Cheikh Kouné. Les technologies de l'information et de la communication, TIC, ne doivent plus être considérées par les entreprises comme une ressource d'accompagnement, mais bien plus comme un élément essentiel autour duquel tous les autres compartiments de l'entreprise doivent s'organiser. C'est en substance le message que veulent véhiculer les promoteurs de cette journée qui visait 3 objectifs majeurs. Le premier est la sensibilisation des responsables et chefs d'entreprise à l'utilisation des outils modernes de management de la qualité, ainsi que l'intégration et l'utilisation des TIC dans la gestion des performances de ces entreprises. Parrain de la cérémonie, Serge Kofi, conseiller au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, a situé l'enjeu du numérique dans la facilitation de la démarche qualité et l'amélioration de la performance en entreprise. J'affirme qu'aujourd'hui, le numérique doit être un élément de la stratégie de toute entreprise ambitieuse. Cette vue des choses modifie en profondeur la façon dont nous devons désormais concevoir le fonctionnement de nos entreprises. 7 organismes sélectionnés dans 7 domaines d'activité ont été primés entre autres Côte d'Ivoire Tourisme, Aéria, les ATIC, l'Académie des sciences et techniques de la mer. Parmi les critères de sélection, l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, la prise de décision et le management des relations. Les états financiers ont désormais leur site, c'est Ilias. Les experts comptables s'imprègnent du projet. Jean-Luc Bangbo pour plus de détails. Désormais, plus besoin de consulter les liasses de documents papier pour avoir des informations sur la situation des contribuables. Les états financiers des entreprises sont disponibles sur une plateforme créée dans le cadre de la dématérialisation des documents administratifs. Traditionnellement, on recevait des liasses fiscales papier de tous les contribuables de la Côte d'Ivoire. On a décidé maintenant d'avoir une plateforme qui nous permet de ne plus avoir à souffrir de la gestion du document papier. Une modernisation de la gestion des documents financiers où l'expert comptable joue un rôle primordial. On oblige le contribuable à faire certifier ou faire viser son état financier. Cela veut dire qu'aujourd'hui, un expert comptable va avoir son mot sur une liasse fiscale avant qu'elle soit transmise à la DGI. Les experts comptables à qui cette nouvelle application a été présentée ont exprimé toute leur adhésion. En ce qui concerne l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, cela ne change en rien sa manière de faire. Il continuera de respecter ses règles de travail, ses normes professionnelles et son code d'éthique et de déontologie dans la façon d'analyser le dossier du client et également de pouvoir exprimer son opinion. Outre les experts comptables, cette plateforme est destinée à l'ensemble des contribuables ivoiriens, soit environ 45 000 utilisateurs. Autre actualité, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut accompagner les éleveurs de volailles. Le ministère vient donc de signer une convention de partenariat avec une banque, Lassine Bakayoko. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire, ce qui devrait améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable.
Le montant plafonné des crédits est de 50 millions de francs CFA. La signature de la convention est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après, bien sûr, le financement des 12 premiers agriculteurs en 2014. Ce projet n'est qu'à ses débuts. Le gouvernement envisage en effet de renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs et même aller au-delà pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Le nombre d'aviculteurs est passé de 1500 en 2006 à environ 2200 en 2015. Une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, que sont la production d'aliments, la couvage et la transformation, ont été installées. La filière produit plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs. Dans le domaine de l'environnement, 1 milliard de francs CFA pour la gestion des parcs et réserves. C'est la Fondation des parcs et réserves qui vient d'octroyer cette subvention à l'Office ivoirien des parcs et réserves pour l'exercice 2018. Une convention a été signée entre les deux parties, nous dit Grace Kando. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. La réforme a vu la création de la Fondation des parcs et réserves. Cette structure vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, à travers une signature de convention. C'est un fonds fiduciaire. Alors, le mécanisme il est simple. Il s'agit donc de bénéficier des fonds. Nous avons un capital que nous faisons fructifier et les revenus sont remis à l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des parcs nationaux à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir à mettre en œuvre les fonctions de gestion des parcs nationaux. Il s'agit seulement des activités de surveillance, des activités d'aménagement, des activités de valorisation et puis des activités d'appui aux populations qui vivent à la périphérie des aires protégées. Sont visés par la subvention les parcs de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Ces 4 parcs représentent 86,5% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux. Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces fauniques et floristiques de notre diversité biologique. C'est depuis 2014 que la Fondation pour les parcs et réserves apporte son appui financier à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces dons sont évalués aujourd'hui à la somme de 3,37 milliards de francs CFA. Parles-tu ta langue maternelle? C'est le 3e titre de ce 20h. Difficile pour certaines personnes de répondre à cette question. Et pourtant, le pays compte plus d'une 60aine de langues maternelles. Pourquoi nos langues sont-elles négligées au profit du français et de l'anglais? Notre reporter, Davis Oyo, a visité des familles pour comprendre pourquoi nos langues maternelles sont de moins en moins parlées en Côte d'Ivoire. Son dossier de 4 minutes 55 est commenté par Franck Quadio. Née d'un père Betty et d'une mère Adida, Maïva a 9 ans. Élève en classe de CM1, elle ne parle aucune des 2 langues de ses parents. Je ne comprends pas les 2 ethnies parce qu'à la maison ici, on parle beaucoup le français. Jacques est l'aîné de la famille. Ce garçon de 15 ans a quelques notions de la langue maternelle de sa mère, le Dida. Il a par contre d'énormes difficultés à s'exprimer dans cette langue.
Cet élève en classe de seconde ne trouve d'ailleurs pas d'intérêt à parler sa langue maternelle. Je ne trouve pas que ma langue maternelle peut m'apporter quelque chose parce qu'à l'école, on parle le français, l'anglais et l'allemand. Dans la famille à Grobli, la langue maternelle n'est pas couramment parlée. Le problème, au fait, c'est surtout que monsieur est bêté et que moi je suis dida. Je n'arrive pas, je ne parle pas la langue avec mon mari à la maison quand il est là. Et également, c'est des rares fois que quand la vieille vient, mais quand ils vont un peu en vacances chez la vieille, ils arrivent un peu à entendre, mais pour le parler, un peu difficile. Après les Grobli, direction la famille Santos. Ici, le Kulango est couramment parlé. Illustration, Roseline, la cadette de la maison, maîtrise très bien cette langue. Son enfance au village lui a permis d'acquérir des notions de Kulango. Il a vécu au village. Bon, je suis venue à longtemps. Je parle souvent avec ma grand-soeur. Quand je suis avec mes amis, souvent, je parle en Kulango. Et puis quand ils me demandent ça veut dire quoi, je traduis ça en français. Stéphanie, cette mère de famille, arrive à utiliser sa langue maternelle pour encadrer son fils à la maison. Quand j'explique en français qu'il ne comprend pas, je lui explique un peu en Kulango, puis il me dit « Ah oui », mais même me disait ça aussi souvent. Donc pour moi, ça veut dire ça, ça veut dire ça, j'ai dit oui. Donc on fait comme ça, on fait comme ça. Et au fur et à mesure, un peu, il arrive à s'en sortir. Donc pour moi, c'est un plus à son éducation scolaire. Autre décor, même engouement pour la langue. Ici, la Vikam est la première langue parlée à la maison. Attaché à sa culture, le chef de famille accorde une place prépondérante à son ethnie. Une fois qu'on met un enfant au monde, quand on lui donne de l'eau, de l'eau, le sein, la maman lui parle de la Vikam d'abord, lui parle de la langue maternelle d'abord, avant que le français suive. Le français, c'est à l'école, on apprend ça. Mais quand nous sommes à la maison, nous parlons notre langue Vikam. L'une des filles de la famille depuis son bas âge, Armelle, est amoureuse de sa langue. Quand il y a les vacances ou bien les petits congés, on y va au village aussi. L'entourage, le village, l'environnement, les frères, les soeurs, les amis. Donc, puisque lorsqu'on se trouve au village, il faudrait forcément qu'on parle la langue maternelle. Nos langues sont de moins en moins parlées dans les familles ivoiriennes et certaines seraient en voie de disparition selon la Société internationale de linguistique, SIL. Les langues en voie de disparition, essentiellement le Ega, le Tin, le Wane. Et ces langues ont besoin d'être visitées, recevoir des recherches linguistiques et que les fils et les filles, les locuteurs de ces langues et les communautés linguistiques de ces langues se joignent aux structures qui travaillent à la redynamisation des langues, que tous se mettent ensemble pour que nous puissions redonner une vitalité à ces langues. Mais aussi les Outilés et même l'Abron, dont les locuteurs parlent de plus en plus le Kulango. La langue, c'est le vecteur par lequel la culture s'exprime. Un peuple qui n'a pas cela est un peuple qui est mort, mort vivant. Ce qu'on gagne, c'est qu'on peut communiquer avec ses parents. La communication est possible et on peut aussi avoir des huis clos. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de huis clos en tant qu'Ivoirien. Quand on se retrouve, on parle en français, tout le monde comprend le français, on ne peut rien cacher. Face à la régression préoccupante du nombre de locuteurs des langues nationales, le ministère de la Culture et de la Francophonie envisage instaurer dans tous les établissements scolaires l'enseignement des langues de Côte d'Ivoire. À suivre, le rapport d'Amnesty International section Côte d'Ivoire. Il ressort qu'à l'instar des autres pays du monde entier, la culture de l'impunité et l'intolérance sont à l'origine de plusieurs crises, de plusieurs protestations. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. L'intolérance des autorités à l'égard des dissidences, l'utilisation abusive du système judiciaire, la culture de l'impunité sont entre autres le contenu du rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty International pour le compte de l'année 2017. Ce rapport couvre 159 pays du monde.
nous demandons une amélioration sur la liberté d'expression, que les personnes ne puissent pas être emprisonnées pour avoir donné leur opinion sur des questions politiques, des questions d'actualité ou alors des questions religieuses. Selon le conseil technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'État fait des efforts pour la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans une politique de promotion et de protection des droits de l'homme et vous pouvez le constater à travers la Constitution qui a été votée depuis 2016. À travers cette Constitution, l'État s'est engagé à être un État émergent avec l'épicentre les droits de l'homme. À partir de ce moment, le rapport que l'Amnistie vient de mettre sur le marché donne la possibilité à l'État de Côte d'Ivoire d'établir la vérité. Amnesty International appelle les États en général et ceux d'Afrique en particulier à prendre davantage de mesures pour traiter les causes profondes qui poussent les populations à protester. Lutte contre l'insécurité à Mans. La police criminelle de Mans vient de mettre fin aux activités d'un gang qui faisait beaucoup de victimes dans la ville depuis le début de l'année. Ce groupe de 3 membres, dont 2 récidivistes. Ce gang a fait environ 40 victimes dans la ville de Mans avant d'être mis aux arrêts suite à un appel anonyme. Hors de nos frontières, l'armée nigériane a porté secours à 76 écolières et récupéré les dépouilles de 2 autres personnes plusieurs heures après l'attaque d'un village attribué aux militants de Boko Haram qui mènent depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du pays ayant fait plus de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Sidonie Davila Waka. 2 jours après l'attaque d'un internat filles par des combattants de Boko Haram, 111 lycéennes étaient toujours portées disparues mercredi dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés du groupe djihadiste nigérian, lourdement armés, ont mené lundi un assaut sur le village de Dabki, tirant en l'air et faisant exploser des grenades, selon des témoignages des habitants. La plupart des élèves et professeurs de cet internat se sont enfuis en brousse, craignant d'être enlevés par les combattants, comme ce fut le cas des lycéennes de Chibok il y a de cela 4 ans. Certaines parmi les dizaines de jeunes filles portées disparues après l'attaque ont été retrouvées et mises en sécurité par les forces armées. L'une des jeunes filles ayant réussi à s'échapper, Aïcha Youssouf, raconte que plusieurs de ses camarades avaient escaladé un mur d'enceinte dans la panique avant de monter dans des véhicules stationnés à l'extérieur. Ces véhicules pourraient appartenir aux assaillants. Aïcha Youssouf décrit une expérience traumatisante. Selon le ministre de la police de l'État de Yobe, 815 étudiantes sont rentrées à Dabchi où elles ont été vues sur un total de 926. 111 manquent encore à l'appel. L'internat qui accueille des filles âgées de 11 ans et plus a été fermé pour 1 semaine, mais les familles des étudiantes disparues se sont rassemblées pour réclamer des explications. Ces dernières craignent que le pire se soit produit. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, à l'issue d'un conseil des ministres, a ordonné à l'armée de prendre immédiatement les choses en main et de l'informer de l'évolution de la situation. Le débat sur la circulation des armes de tir se poursuit aux États-Unis, près d'1 semaine après la fusillade d'un lycée de Floride. Le président américain Donald Trump soutiendrait une mesure proposée en novembre dernier pour améliorer la législation fédérale sur les antécédents des acquéreurs d'armes, une annonce qui ne devrait pas suffire à atténuer la colère des lycéens de Floride qui continuent d'exiger un renforcement réel de la lutte contre les armes à feu. Et pour terminer, les aviations syriennes et russes continuent de bombarder la Ghouta orientale malgré les mises en garde de l'ONU. Assiégé depuis 2013, le dernier fief rebelle près de Damas subit une intensification des raids, laissant redouter un assaut terrestre. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Excellente soirée à tous.